RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application, sur Spotify et même dans le transistor de votre grand-mère. Aujourd'hui est un jour spécial. Non, votre bar préféré qui fait un gin tonic de ouf n'a pas rouvert. Non, on n'a pas trouvé la recette des boulettes de la mère d'Albert Cohen. Et non, Israël n'a pas fait la paix avec l'Iran. Entre la Hanouka à Dubaï et le vol Rabat-Tel Aviv, franchement ça va, on est bien. Bon, vous devinez toujours pas. Ne vous fiez pas à cette apparence silence qui règne autour de moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, c'est fou. Ils sont là avec moi, Youssef, Noémie, Noam et de nombreux protagonistes que vous décrirez dans un instant. Ouais, je sais, je tease bien. Jour spécial aussi parce qu'il est 11h et pas 13. Notre studio n'est pas à Paris, mais à Cannes. Enfin, notre studio. La salle avec le plus de Wi-Fi de l'hôtel dans lequel on est. Et oui, c'est ça, l'UEJF, une vie de route. Là, je suis aux universités d'hiver de l'UEJF. Bon, je spoil pas, mais c'est clairement plus drôle qu'un épisode de La Flamme et plus intéressant que le docu de 22h20 Public Sénat. Mais sachez déjà une chose, pendant 6 heures, j'ai eu l'honneur d'animer un atelier radio avec une dizaine d'étudiants. Ils ont demandé à Albert de Monaco si c'était pas trop dur d'être un prince confiné, #miskin. Ils ont débattu, écrit, rayé, réécrit. Ils m'ont fait peur avec des questions cheloues, genre « Elsa, on peut faire des bruitages à la radio ?» Bref, aujourd'hui, c'est aussi leur émission. Au sommaire ce midi, et oui, encore lui, Youssef Murciano vous parlera en détail de ses folles universités d'hiver, puis nous recevrons Dominique Sopo, président d'SOS Racisme, Keren Nathalie nous présentera une chronique sur le complotisme, viendra ensuite le moment d'une discussion entre Ruth et Noah Assedou sur les combats pour l'écologie et contre l'antisémitisme, on passera alors à la culture sur YouTube avec notre cher Noam Meguira et au cinéma avec Elina Hunman et Noah Assedou. On aura juste après le plaisir d'écouter notre humoriste du jour, Ethan Murciano, et on terminera cette émission avec Noémie Madar, la présidente de l'UEJF, l'impertinente. C'est parti pour 1 heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Ah, Youssef, on ne s'était pas vu depuis si longtemps, mais me voilà rassurée, le combo marocain-blédard est toujours au rendez-vous, et c'est quand même plus sympa de kiffer cette émission ensemble que de recevoir le selfie du lundi en mode « Coucou, je suis prêt, la régie peut m'appeler ». Bon, Youssef, mettons fin au suspense pour nos auditeurs, il s'est passé quoi pendant ces unifs d'hiver ? Salut Elsa, je suis comme un ouf, tu t'imagines pas, heureux comme un jeune luron, les auditeurs l'auront compris, tout plein de choses que j'aime sont réunies là. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben écoute, c'est plutôt simple. Voici l'équation des universités d'hiver. Voilà l'équation. Des universités d'hiver réussies, un programme dingue, le sud de la France, enfin, putain, même sous la pluie, et une émission de l'impertinente délocalisée, une ambiance de plateau, enfin, putain, des chroniques toujours plus originales et les classiques qui font plaisir. Donc oui Elsa, aujourd'hui je suis heureux. Et puis cette chronique, figure-toi que je l'écris à 4h36 du matin, en face de Noam, qui check YouTube pour la 15e fois de la nuit pour vérifier que sa chronique pèse bien son poids d'or. Je gratte après avoir suivi un peu de loin, un peu de près, des après-ski menés par Elsa d'une main de maître. Enfin bref, t'as compris, la vie UEJF, la vie la vraie. Et puis, tout cela, c'est l'aboutissement d'une semaine de formation intense qu'il est nécessaire et primordial d'aller voir de plus près. Une semaine de formation, d'argumentation contre argumentation, d'ateliers dans lesquels les étudiants ont pu travailler sur eux-mêmes et même sur les sujets qui les remuent, encadrés par une équipe de formateurs, tous plus incroyables les uns que les autres, et menés par Judith Cohen-Solal, la directrice des programmes de formation de l'UEJF. Une semaine de réflexion autour d'un fil déroulé lors de ces mêmes ateliers, un fil qui se devait de définir et redéfinir, décortiquer et décomposer la vérité, la grande vérité, mais aussi nos vérités quotidiennes. Un fil qui s'est penché sur le mensonge et le complot, outil du pouvoir par excellence, mais qui est finalement revenu à la base d'une sincérité déniée de morale qui doit guider chaque prise de parole forte du militant d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Une semaine également de conférences autour de ce thème qu'est la vérité. Commençons par les bases. À l'UEJF, on aime dire que les intervenants sont de prestige. Et là, comment vous dire l'euphémisme ? Voici une liste non exhaustive, de ce que vous avez pu trouver au menu des universités d'hiver 2020. Nous avons eu l'honneur d'écouter une conférence de Richard Audier, directeur général du CRIF, directeur général du FSJU, que RCJ connaît évidemment très bien, animé par Eric Halimi, rédacteur en chef de RFM. Ensuite, nous avons plongé dans les méandres des mensonges organisés par Rudi Reichstadt,
fondateur du site Conspiracy Watch. Nous avons également pu écouter Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun sur leur livre Les adieux au général. Mohamed Sifaoui et Dominique Sopo intervenaient sur la vérité du militant, tandis que Roger Kuckerman, ancien vice-président du CRIF, effectuait un grand oral pré-repas de Shabbat dont l'on se souviendra. Ajoutez-y quelques autres intervenants, le classico Frédéric Ancel, Denis Charbit, mais en Zoom cette fois. On lutte contre beaucoup de choses à l'UEJF, mais le confinement israélien, on n'a rien pu faire. Bref, je voulais profiter de cette tribune géniale, qu'est l'impertinente, animée par la géniale Elsa Pariante. Oui, je voulais en profiter pour les remercier de la part de l'UEJF et des militants. Et je confirme, ce programme méritait d'être dit, une semaine bien chargée donc, malgré une pandémie quand même. Une pandémie qui ne nous fait pas peur. Enfin si, quand même un peu. Mais quand on veut, on peut. Et ça, c'est la vérité. Il suffit à Samuel Lejoyeux, vice-président de l'UEJF, d'écrire en une froide nuit de décembre un protocole sanitaire digne d'Olivier Véran, en mieux. À Sarah Wakil, secrétaire général de l'UEJF, de contacter, convaincre, persuader, enfin bref, de recruter plus de 50 étudiants, de nous rejoindre dans cette aventure. Et the last but not the least, à Ruben Serre, secrétaire national de l'UEJF en charge de la formation, de penser un programme intelligent, équilibré, vivant et nécessaire. Et évidemment, à Noémie Madar, de coordonner tout ça, d'être la présidente et celle qui impulse. Je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe. Ah mais franchement, tu peux, je l'ai vécu et c'était dingue, bravo. Et pour finir ? Pour finir, je tenais à dire que je m'étais douté de la quantité de travail qu'il fallait pour que la rédactrice et présentatrice que j'ai en face de moi prépare cette émission toutes les 2 semaines. Mais jamais j'aurais imaginé la réalité d'une émission délocalisée. Bravo à Elsa de nous avoir permis de finir ces unives à la radio. Je crois que c'est inédit. Et pour une fois qu'on est en face l'un de l'autre et bien entourés, s'il vous plaît les gars, un tonnerre d'applaudissements. Merci Youssef, tu restes avec nous. Et nous recevons maintenant Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes un compagnon de route de l'UEJF depuis plusieurs années. Pour vous, quel projet, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, quel projet, programme vous menez ensemble avec l'UEJF pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme ? Alors, avec l'UEJF, nous avons une longue histoire de relations, de projets en commun. Nous avons notamment, en termes d'intervention au milieu scolaire, le projet Coexiste qui permet de démonter les préjugés, de lutter contre les préjugés, les stéréotypes, de déconstruire ces phénomènes dans les collèges et dans les lycées. Et on sait bien que souvent les dynamiques de racisme ou de bouc émissaire vont être fondées justement sur ces systèmes de représentation que sont les préjugés ou les stéréotypes. Et donc, depuis maintenant 2007, SOS Racisme est dans ce programme qui avait été créé par l'UEJF et Jonathan Arfi lorsque celui-ci était président. Nous avons aussi un autre projet que l'on est en train de remettre à l'ordre du jour normalement. On va essayer de naviguer entre les différentes phases de confinement, mais normalement dans les semaines ou les mois qui viennent, le spectacle Rire contre le racisme va à nouveau être donné et sera diffusé sur France 2 en prime time. Donc si tout se passe bien, encore une fois dans quelques semaines, au mois de mars, les gens auront le plaisir de voir des artistes venir mettre leur talent humoristique au service de la lutte contre les fléaux du racisme et de l'antisémitisme. Alors l'actualité en ce moment, outre la pandémie évidemment, c'est quand même beaucoup de cas de racisme et d'antisémitisme qui ont été en tout cas très médiatisés ces dernières semaines. Après le Benayoum sur les réseaux sociaux, Michel Zecler dans son studio d'enregistrement. D'après ce que vous observez vous au quotidien à SOS Racisme, est-ce que c'est une période de cristallisation des tensions liées aux discriminations ou est-ce qu'elles sont simplement plus médiatisées en ce moment ? Alors, il y a sans doute les deux. De toute façon, on est dans un monde où les faits sont beaucoup plus filmés, sont beaucoup plus enregistrés d'un côté, et où de l'autre, par ailleurs, les réseaux sociaux permettent une plus grande expression avec des phénomènes de foule, parfois numériques, qui se mettent en place. On l'a vu sur April Benayoum. Je ne suis pas sûr que les gens auraient pensé différemment sans les réseaux sociaux, mais en tout cas, avec les réseaux sociaux, ils peuvent se sentir autorisés, puisque appartenant à une foule, à venir participer d'un phénomène de lynchage. Donc je pense qu'il y a évidemment des phénomènes médiatiques qui vont entraîner une plus grande visibilité ou une plus grande expression de haine déjà existante. Mais par ailleurs, la période de crise, qui est une crise sanitaire, mais qui est aussi une crise avec des conséquences économiques et sociales, et sans doute aussi une crise politique depuis plusieurs années avec une remise en cause de la légitimité des institutions,
entraîne, on le sait, des situations dans lesquelles la violence va être beaucoup moins régulée, des logiques de bouc émissaire pour trouver une explication à un monde qu'on ne comprend plus nécessairement, des logiques de complot derrière lesquelles il faut bien trouver qui va être le responsable du complot, et souvent on voit bien que la figure du juif est une figure déjà toute prête. Donc la période, de toute façon, elle est propice à des tensions en matière de racisme, d'antisémitisme, malheureusement, et on le voit se déployer, d'où l'utilité aussi d'avoir évidemment des jeunes qui se réunissent. C'était le cas, comme vous l'avez rappelé toute cette semaine, à l'UEJF, parce qu'il est précieux d'avoir dans ces périodes des militants déterminés pour alerter contre ces dynamiques et pour les combattre. Vous réalisez de nombreux testings à SOS Racisme. Est-ce que ça vous donne une vue d'ensemble sur les endroits, enfin, par exemple le logement, l'emploi, où est-ce que les discriminations sont encore les plus présentes en France? Alors, je n'ai pas compris le début de la question, pardon. Alors, par rapport aux nombreux testings que vous réalisez, Oui. Est-ce que vous pouvez avoir une vue sur les domaines comme le logement ou l'emploi, par exemple, dans lesquels le racisme ou les discriminations sont encore les plus présentes en France? Alors, il y a beaucoup d'études, au-delà même des testings que fait SOS Racisme sur ces domaines, même si on peut regretter qu'il n'y en ait pas plus, mais en tout cas, il y a des études qui montrent de toute façon qu'il y a des écarts extrêmement nets dans la capacité des personnes d'accéder à un emploi ou à un logement en fonction de leurs origines. Il faut bien comprendre que lorsque l'on fait des études, parce que souvent les gens disent oui, mais les gens n'ont pas le même niveau d'études, le même niveau social, le même niveau économique, le même niveau de salaire. Là, on prend des gens, évidemment, qui sont dans la même situation et dont la seule caractéristique qui les différencie, c'est précisément la consonance du nom, l'origine réelle ou supposée. Et là, on voit qu'il y a des écarts extrêmement nets qui demeurent, qui se maintiennent. Et ce que l'on sait, c'est que dans les périodes de crise, ces écarts vont être encore plus importants parce que les discriminations, elles sont d'autant plus présentes que les personnes qui sont en situation de discriminer, que ce soit des employeurs, que ce soit des personnes qui louent des logements, eh bien, seront face à des files d'attente, face à des queues, et que, évidemment, dans ce cas-là, ils auront d'autant plus la possibilité, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, de discriminer, c'est-à-dire de traiter différemment les gens qui se présentent. Et donc, ce qu'il y a à craindre, c'est que dans cette période de crise, et de période de crise notamment en matière d'emploi évidemment, l'ampleur des discriminations, la virulence des discriminations augmente assez nettement dans les mois et je le crains dans les années à venir. Et face à ça, quels sont les instruments de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui auraient besoin, selon vous, d'être mieux utilisés ou plus utilisés par les pouvoirs publics notamment? Alors, si on reste spécifiquement sur la question des discriminations, en tout cas, je pense que il y a de la part de l'État le fait de se souvenir qu'il est l'État et de ne pas se comporter comme une association lorsqu'il s'agit de discrimination raciale. C'est-à-dire que l'État a pour lui la puissance régalienne et qu'il a donc le droit de prendre des lois pour faire en sorte que les personnes qui discriminent soient réellement sanctionnées lorsqu'il y a de discrimination. Nous proposons, par exemple, depuis des années, que des entreprises qui seraient condamnées pour discrimination à l'emploi puissent être privées pendant un certain temps de l'accès au marché public. Je pense que dans ce cas-là, les entreprises se comporteraient très différemment dans le fait de ne pas discriminer, ou en tout cas de mettre en place des dispositifs qui prémuniraient contre des pratiques discriminatoires qui, encore une fois, ne sont pas forcément des logiques conscientes, volontaires, etc. Toujours sur la question de la loi, nous demandons aussi, d'ailleurs c'est commun avec l'UEJF, sur la question de la haine en ligne, nous demandons qu'il y ait un cadre législatif robuste qui permette de cesser d'avoir des plateformes qui du numérique, on pense notamment à Twitter, on l'a vu avec le cas d'April Benayoum, se comportent en toute irresponsabilité parce qu'aujourd'hui la loi ne les rend pas responsables de ce qui est publié sur les réseaux sociaux, sauf s'il y a eu signalement. Donc nous demandons qu'il y ait de profondes modifications sur lesquelles je n'ai pas nécessairement le temps de m'étendre, et on espère que notamment les dynamiques qui ont été impulsées au niveau européen avec le Digital Act Service qui est en préparation permettront
dans les mois à venir plutôt, d'avoir un nouveau cadre législatif permettant une vraie répression, si je puis dire, de l'attitude extrêmement délétère des réseaux sociaux qui ne jouent pas le jeu en matière de modération des contenus qui sont publiés dans leur tube, dans leurs canaux. Voilà, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont là pour faire de l'argent avant tout, et qu'on ne peut pas d'un côté venir sur un marché comme la France pour faire de l'argent, et de l'autre côté ne pas jouer le jeu d'une régulation des contenus haineux qui en France sont interdits par la loi dans l'expression publique. Une dernière question, la lutte contre les discriminations a pris de nouvelles formes, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas différentes de ce qu'on peut porter à l'UEJF ou à SOS Racisme. Il s'agit d'intersectionnalité, théorie racisée, privilèges blancs. Comment encore porter l'universalisme aujourd'hui auprès des jeunes notamment ? Bon, je pense qu'il faut tenir bon sur l'universalisme. Je ne me laisse pas impressionner par l'émergence de tel ou tel mot, de tel ou tel effet de mode. Je pense que c'est une question de combat dans la société. Tous les combats pour l'égalité, tous les combats qui posent la question du vivre ensemble sont des combats qui de toute façon sont toujours traversés de différentes tendances, voire parfois de perversions. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faut être dans la réaffirmation des logiques universalistes, mais de logiques universalistes qui ne sont pas faites pour nier les problèmes de racisme, puisqu'on voit bien parfois comment, malheureusement, tout un camp réactionnaire peut utiliser les mots de la République, tels que l'universalisme, la République, la laïcité, pour dire bien autre chose que ce que sont censés dire ces mots. L'universalisme, c'est aussi l'universalité des droits. Donc lorsqu'on est pour l'universalisme, on est contre les discriminations, et pas simplement dans le discours, mais aussi dans la pratique. La laïcité ne peut pas être un instrument de malveillance par rapport aux populations arabo-musulmanes, comme parfois c'est utilisé. On voit bien quand l'extrême droite utilise le mot laïcité, que évidemment, on n'est pas sur le concept de laïcité tel qu'il a été forgé, c'est-à-dire un concept d'égalité entre les citoyens vis-à-vis de la question de la conscience, et un concept d'apaisement de tensions religieuses qui traversaient la société française, notamment à partir des guerres entre les protestants et les catholiques. Donc je pense qu'il y a la réappropriation de mots qui ont été aussi pervertis, ce qui donne d'ailleurs à certains mouvements un peu plus douteux, qui vont utiliser une vision extrêmement racialisée de la lutte contre le racisme, de façon d'ailleurs assez paradoxale, vont leur donner du grain à moudre, puisqu'ils vont se trouver face à des jeunes qui ont été socialisés politiquement en entendant une petite musique de la malveillance lorsque les mots de la République étaient utilisés par telle ou telle force réactionnaire ou raciste. Donc je pense qu'il y a des réappropriations qu'il faut opérer et rester ferme sur l'universalisme, parce qu'il ne faut pas oublier que l'antiracisme, ça n'est certainement pas la séparation entre les gens, c'est au contraire, au final, la conquête de la rencontre de l'autre sur un pied d'égalité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Dominique Sopo. Merci à vous. Au revoir. Et tout de suite, un peu de musique, c'est All I Want for Christmas Is You de Julien Doré. On ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et de corps, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Noi non ce ne frega.
Et vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ 94.8 et c'est l'heure de notre première chronique Made in Univ d'hiver. Ils sont 3 à avoir travaillé dessus, Élie Emmanuel Lévinas, Johanna Tayeb et toi, Keren Nathalie. Vérité, complot, vaccin, défiance, peur, mensonge, je n'en dis pas plus. Keren, c'est à toi. Salut à tous. Imaginez que l'on vous injecte le virus et que son ADN change votre corps. Il implante une puce traceuse dotée d'une 5G ultra puissante et a pour but ultime de contrôler nos faits et gestes. Imaginez le coronavirus comme une blague, une imposture, un immense complot. Imaginez le vaccin comme étant responsable de millions de morts en France. Imaginez le vaccin comme un moyen pour les laboratoires et l'État d'encaisser de l'argent, de remplir les caisses et d'asseoir un peu plus leur pouvoir déjà énorme. Voilà un petit échantillon vachement sympathique de ce qu'on a entendu lors de notre micro-trottoir à Cannes vendredi après-midi. Alors le vaccin, moyen ultime de mettre fin à la Covid-19 ou tromperie de l'État sur les individus? Oula, j'ai l'impression que là on est un peu plein dans le film Hold Up. Et oui, c'est exactement ça. Le film Hold Up suggère l'idée suivante. La Covid-19 aurait été créée en laboratoire, son vaccin breveté par des multinationales pharmaceutiques qui corrompent les grandes puissances et nos autorités voudraient la rendre obligatoire pour contrôler la population. Bienvenue dans le complot, quoi. Mais après une semaine d'université d'hiver sur la vérité et un masterclass grandiose de Rudi Reichstadt, oui, après une semaine de réflexion, allons plus loin. Le complotisme divise la société. Selon un récent sondage, seulement 40% des Français affirment vouloir se vacciner. Et pour vous dire la vérité, toute la vérité, dans la rue vendredi matin, difficile de les trouver. Ok, donc du coup, il y a une partie des Français qui veulent plus se faire vacciner, c'est un fait. Mais il y a quoi derrière tout ça? Cette hostilité au vaccin témoigne d'une défiance vis-à-vis de la politique en général. Classiquement, on pense que le gouvernement nous ment et qu'il cache des informations primordiales pour son intérêt personnel. Pour autant, chers auditeurs, vous le savez aussi bien que nous, la défiance des Français vis-à-vis de la politique ne date pas d'hier. La crise sanitaire cristallise des mouvements profondément français. Bon, et face à une impression, Elsa, c'est toi qui l'as dit, quoi de mieux que les chiffres? Les Français nourrissent vis-à-vis de leurs dirigeants une défiance bien plus forte que partout ailleurs en Europe. En effet, dans les pays du Nord, de l'Europe, au Danemark ou en Suède principalement, le peuple fait très majoritairement confiance à leur gouvernement pour affronter la crise sanitaire liée au Covid-19. Les Français se distinguent en exprimant au mieux une méfiance légère mais obsédante et au pire une grande défiance envers le gouvernement. Une enquête réalisée par l'IFOP et publiée par le Journal du Dimanche révèle que seulement 33% des personnes interrogées disant avoir confiance envers le gouvernement pour faire face efficacement à la Covid-19. Donc la défiance semble être le maître mot. Les Français voulaient un vaccin, ont tout fait pour l'obtenir, le voici depuis hier. Des EHPAD à Sevran et à Besançon en bénéficient, le voici. Et les Français n'en veulent plus. Tout le monde le constate et pointe ainsi un comportement paradoxal qui peut être mis en parallèle avec leurs attitudes depuis longtemps. Après la laïcité à la française, on finit par parler de l'ambiguïté à la française. Nous voulons couper la tête au roi et appelons Macron Louis XVI. Ils créèrent le vaccin avec Pasteur et battent des records d'hostilité à l'égard de ce même vaccin. Ok, mais concrètement, on en est où dans tout ça? En tant que militante de l'EJF, nous nous engageons contre le complotisme et la mise en doute de chaque petite vérité et nous engageons la population à clarifier ses opinions. Alors, le vaccin, une clé pour venir à bout de cette pandémie? Moi j'y crois. Au final, je ne suis ni infectiologue ni experte en politique d'urgence et mon avis, c'est qu'il faudrait qu'on se détende et qu'on ait un peu plus confiance de ce que nous disons. Merci beaucoup, Keren. Merci à vous. Et c'est maintenant au tour de Ruth et Noah Acedou qui ont travaillé sur une chronique avec Inès Tenenbaum, Léana Bokobza et Alexandra Tia. Le sujet n'est pas aisé, l'antisémitisme, l'écologie, c'est lequel votre combat préféré à vous? Et il en pense quoi, votre frère? Bon, là, on n'a pas forcément les moyens de faire apparaître Camille Combal chez vous, mais on a les moyens de vous faire kiffer. Ruth, Noah, c'est parti. Alors, je voulais vous raconter une histoire, une discussion qui m'est arrivée en allant aux universités d'hiver. À la gare, j'ai croisé une dame qui a laissé tomber un gobelet en plastique par terre. Je l'ai interpellée. Attention, vous avez laissé tomber votre gobelet. On s'en fout, c'est juste le reste, ça fait pas très bon. Comment ça, juste un gobelet? Vous êtes contre l'écologie? Non, mais je pense pas que ce soit un vrai combat. L'antisémitisme, par exemple, c'est vraiment quelque chose contre quoi lutter. Justement, un gobelet par terre, c'est l'équivalent de la petite blague antisémite qu'on lance au détour d'une phrase. On a l'impression que c'est inoffensif, mais au cumul, ça fait beaucoup de mal. Par exemple, fais pas ton juif dès que tu payes pas le café. Comment? Mais vous ne pouvez pas comparer l'écologie et l'antisémitisme. On parle de personnes insultées, de meurtres, d'attentats contre 3 pailles en plastique dans la mer.
D'ailleurs, on n'aurait jamais dû les supprimer. Les pailles en carton, ça fond dans le verre et ça finit par donner un goût de carton à mon café. Merci les écolos. Bien sûr que si. Dans les deux cas, la situation est alarmante et tout le monde a une tendance à la minimisation. On a d'un côté Donald Trump qui martèle que le réchauffement climatique est un canular et de l'autre côté, si vous interrogez n'importe qui dans la rue, les gens vous diront qu'il n'y a pas tant d'antisémitisme que ça en France, que les Juifs se victimisent. On nie des problèmes réels. C'est en donnant un petit goût de carton au café qu'on sauve une tortue. Ça m'a juste l'air d'être le sujet à la mode, l'écologie. Beaucoup de blabla, quelques bobos qui trient les gobelets après la pause café, mais pas beaucoup d'actions conséquentes de la part des États. Ça doit sûrement vouloir dire que ce n'est pas assez important que ça. C'est pareil pour l'antisémitisme. On peut se dire la même chose quand on voit comment certains, avec les théories négationnistes et complotistes, continuent à polluer les GAFA. Et pourtant, le problème est réel et la lutte ne s'arrête pas pour autant. On agit localement à notre échelle. Pour l'écologie, ça commence par le fait de ne pas laisser des déchets par terre, des pailles en carton, le tri, utiliser des énergies moins polluantes. Et pour la lutte contre l'antisémitisme, ça commence par la lutte contre les préjugés sur les juifs. Moi, par exemple, je suis militante à l'UEJF et on intervient dans des écoles dans le cadre d'un programme qui s'appelle Coexiste et on déconstruit le préjugé selon lequel les juifs ont de l'argent et doivent payer des cafés à tout le monde. On leur explique d'où ça vient et le danger si on ne lutte pas contre en parlant d'Ilan Halimi. Le raisonnement peut être le même pour l'écologie. C'est vrai, mais bon courage, parce que quand on voit comment ça râle quand Hidalgo fait une journée sans voiture, on se dit qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. À votre place, je lâcherai l'affaire. Mais on ne doit pas se résigner devant des luttes aussi importantes. Si on raisonne comme ça, on laisse des catastrophes arriver. Si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, des espèces comme les tortues vont continuer à disparaître. Et l'antisémitisme est encore très présent. C'est pour ça qu'on lutte. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Cette fois, prenons conscience en amont que la catastrophe est à éviter. Conclusion. La dame a ramassé son gobelet, mais elle a raté son train. Merci à toutes les deux. C'est dingue, j'ai l'impression d'être votre mère. J'ai envie d'applaudir à chaque fin de chronique, c'est n'importe quoi. Mais on se retrouve en tout cas là après un peu de musique et pas n'importe laquelle. Havana Gila chantée par Rick Azaray qui nous a quittés il y a quelques jours, femme de paix à laquelle on rend aujourd'hui hommage dans l'impertinente.
Et on est toujours dans l'impertinente sur RCJ 94.8, l'émission de l'UEJF. Décidément, il y avait vraiment la meilleure team à ces universités d'hiver. Toujours depuis Cannes, on accueille Noam Meguira, notre stade de la culture et de l'ambiance. Aujourd'hui, après une semaine avec des étudiants de 20 ans en moyenne, il s'est dit qu'il fallait peut-être un peu faire jeune. Alors, il y a un peu de cinéma à Skip, mais surtout, Noam a tapé sur Google un mot magique, je crois. Et là, il s'est passé des trucs de fou. C'est ça, Elsa. Salut les Hey. Salut Elsa. Salut Noam. Aujourd'hui est un grand jour, Elsa. Mais en quel honneur. Un grand jour parce que, non content d'avoir pu enfin m'échapper de ma chambre parisienne pour faire cette chronique, je vous parle live from Cannes. Mais ça, tu le sais déjà, je suis en face de toi, en fait. Je te vois venir, ça va parler cinéma, du coup. Non. Étant un militant de la première heure contre le diktat qui nous enjoint, que dis-je, nous enchaîne aux conventions à parler d'un sujet en particulier parce que l'on se trouve dans une ville, devrons-nous systématiquement parler de cinéma à Cannes, de bêtises à Cambrai, de corruption à Marseille? Je ne crois pas, Elsa. Je rêve d'un monde où chacun serait libre de parler de ce qu'il veut, où il veut. C'est beau ce que tu dis, mais on s'égare là, Noam, un peu. C'était pas une chronique sur la culture à la base? Désolé, Elsa, mais je suis un peu déphasé, en fait. J'ai vu plus de monde en une semaine que sur toute l'année qui vient de passer. Mon cerveau avait oublié les normes sociales, etc. J'ai même pu voir un restaurant ouvert à Monaco. J'étais pas bien, j'étais pas prêt. Bon, c'était moins ouf qu'une recette de Neta sur cuisine. Autopromo, toi-même, tu sais. Mais quand même, j'avais oublié. Et puis, comment parler de cinéma quand ces derniers restent fermés? Je me souviens la dernière fois, je vous parlais les yeux pleins d'espoir de Wonder Woman. Le film va sortir avec Gal Gadot. Le film va sortir, Gal Gadot sera retraité. Ça va s'appeler Older Woman. C'est un autre film, un autre délire. Bref, dans ce nouveau monde dominé par les multinationales du streaming, j'ai eu envie de vous parler de chaînes YouTube. Tout insomniaque qui se respecte a ses petits rituels sur le site de partage de vidéos. On peut enchaîner des heures de vidéos et s'endormir en finissant d'écrire une chronique, par exemple. On est y part pour des recommandations en vrac. Organisées, tu connais. On va commencer par du cinéma, Cannes oblige, comme quoi on n'est pas un paradoxe près, et les vidéastes qui parlent cinéma différemment. En vrac, je vous conseille Durandal, et c'est pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Normalement, rien qu'en entendant le titre, vous savez déjà pourquoi j'aime bien le concept. Des analyses fouillées, de phénomènes cinématographiques, de franchises, un vrai travail de fond et une bonne petite dose d'un gars énervant avec qui tu vas kiffer pas être d'accord. Ouais, c'est du bon YouTube. Dans la même vibe, je te conseille MJ Fermella. Un petit corps énervé à lunettes. C'est pas du racisme, il se définit comme ça. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Des analyses fouillées aussi de films marquants, des fonds verts approximatifs et des réalisations avec des bouts de ficelle. De l'amateur, mais professionnel. Enfin, je vous conseille Tales from the Click, une chaîne qui parle ciné depuis l'un des derniers vidéoclubs de Paname, mais qui étonne aussi avec un format dédié aux petites histoires sur les grandes stars. Ils ont un podcast plutôt frais où ils reviennent en détail sur des films marquants des 30 dernières années. Vous pourrez l'écouter après avoir bien entendu téléchargé l'intégrale de La Pertinente. Je n'ai pas cité Clapman, Le Fossoyeur, Dirty Tommy, Cult & Clip, Captain Popcorn et bien d'autres, mais j'ai des limites de time. Il faut bien que je garde du contenu pour une chronique de secours, on sait jamais s'il réouvre jamais le cinéma. Si vous êtes plutôt culture au sens large du terme, je vous conseille la chaîne de Paul. Une fois par mois, on vous narre comme si vous y étiez, un phénomène de culture ou la vie d'une star ou même un autre, enfin la pop culture quoi. Une réalisation chiadée, du contenu pertinent, que demande le peuple, dans la même vibe mais une autre. Vivement la fin de l'année 2020, là je suis à bout, j'arrive même plus à lire la chronique. Il y a la chaîne de Silvkin, enfin je crois qu'il s'appelle Silver, mais c'est écrit Silv avec un Q, je sais pas pourquoi, qui lui revient sur des histoires folles, mais côté high-tech. Là, franchement, du divertissement et du high-tech, j'étais pas prêt. Ils vont dans le fond des choses et enquêtent plusieurs mois pour chaque reportage. Mais oui, Elsa, il y a des gens qui bossent vraiment sur YouTube. #lol. Enfin, si le monde des médias vous fascine autant que la vie des Marseillais sur Instagram, dédicace à Inès Amar, je vous conseille la chaîne de Ludovic B et ses enquêtes YouTube versus TV. Oui, la télé, ce cadre noir posé dans le salon que jadis les gens regardaient. Bon, c'est pas mal tout ça, mais tu vas pas me faire croire que t'as pas un peu de fiction en stock. C'est pas faux. Si après avoir vu tout ça, vous voulez vous plonger dans un monde imaginaire, je vous conseille 2 fictions, comme tu dis. La saison 3 de Cobra Kai, #obsession, ça doit être la 53e fois que j'en parle, sort le 1er janvier. Perso, je ne vois pas de meilleure façon de démarrer 2021. Côté film, je vous conseille le nouveau Pixar, un magnifique conte qui s'appelle Soul, un chef-d'œuvre
qu'on aurait aimé voir sur grand écran, mais bon, Disney renoue enfin avec la qualité et ça fait plaisir. Sur ce, c'est tout pour moi. Je retourne écumer YouTube et à défaut d'écumer les bars et préparer mon alia à Monax. Il me manque quelques millions, mais je pose ça là si un donateur ou une jolie héritière passe par l'émission. Je vous fais des bisous et bonne année. On se retrouve en 2021 et vaccinés. Au revoir. Merci Noam, un vrai gars sûr. À très vite. La culture, c'est vaste, et puis il faut le dire, dans mon atelier, ils étaient tellement assoiffés de culture que je ne pouvais pas les en priver. Ça aurait été comme priver Jean-Pierre Pernaut du Trésor. Ouais, non, ça, ils l'ont déjà fait en fait. Bon, allez, priver les Marseillais de Julien Tanti. Si vous n'avez pas compris cette référence, tout va bien. Vous êtes quelqu'un de plus de 32 ans, parfaitement sain, et je suis ravie que vous nous écoutiez. Alors là, c'est une chronique de Liora Chemla, Elina Winman et Nora Assedou, présentée par Elina et Noah. À vous. Salut! Alors que nous sommes déconfinés, la culture reste confinée. Les cinémas, les théâtres demeurent fermés jusqu'au 7 janvier au minimum. Pour faire vivre ses collections en cette période difficile, la Cinémathèque de Paris a mis en place une plateforme de streaming. Jusqu'au 5 janvier, la série Les Vampires de Louis Feuillade, datant de 1915, est disponible. On a pour habitude de penser que le premier vampire est Dracula. Or, c'est Carmilla Karnstein. Vous l'aurez deviné, c'est encore une ashkénaze. Voici l'histoire d'une jeune adolescente, Laura, qui vit avec son père dans un manoir, bien évidemment dans une campagne perdue en Europe centrale. Un jour, elle accueille une jeune fille, Carmilla. Alors que les deux demoiselles se lient d'une profonde, très profonde amitié, sans mauvais jeu de mots, de plus en plus d'événements étranges se produisent. Les jeunes filles aux alentours décèdent, avec des traces de morsures sur le cou. Laura devient apathique et se meurt lentement. Oula, c'est glauque! Finalement, on découvre que sa Carmilla est une vampire. Bon, là, en effet, il faut dire qu'il y a plus joyeux, mais pourquoi parler de vampires ici? Comme souvent, il y a un lien avec les juifs. Ils sont partout. Les caractéristiques du vampire correspondent au fantasme de l'image du juif. Il y a notamment un rapport avec le sang. Le sang, je comprends pas, il est interdit à la consommation dans le judaïsme. Ça ne concerne pas l'interdiction, mais plutôt le cliché antisémite d'origine chrétienne. En effet, au Moyen-Âge, il y avait une croyance chrétienne selon laquelle à Pessah, les Juifs utilisaient du sang de nouveau-nés chrétiens pour faire des galettes de pain azim. La matzah, quoi. Ne vous inquiétez pas, le parallèle est simple, les vampires se nourrissent de sang, de préférence de jeunes femmes. C'est toujours plus appétissant. Donc, les vampires sont une création chrétienne fondée sur des clichés antisémites. D'ailleurs, ce fantasme du vampire juif a persisté jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, certaines affiches de propagande représentaient le juif avec les crocs, le sang, le nez crochu, les griffes et l'allure de chauve-souris. Et aujourd'hui, parce que Edward, le vampire dans Twilight, il n'a pas du tout cette image. Au contraire, il est beau, gentil, prévenant, à l'opposé de cette image première du vampire. En effet, le vampire d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le même que celui d'hier, et en plus de s'être adouci, il s'est également humanisé et détaché de ses vieux clichés antisémites. Mazal tov. Mais ne t'inquiète pas, Elsa, les juifs sont toujours présents dans le monde fantastique. En 2 mots, super-héros. Mais comment ça? Les super-héros et leurs super-pouvoirs ont été inventés par des juifs en réaction au nazisme pour lutter contre ce régime. Ils ont réussi à s'ancrer dans notre imaginaire loin de tout cliché antisémite. On les définit puissants, bienveillants, en position de sauveurs de la nation qui font rêver les plus jeunes comme les plus âgés. Bref, ce sont des véritables modèles de société. Enfin valorisés. Donc les juifs se sont réemparés de leur image et ont soulevé une intéressante question qui est la suivante. Les super-héros doivent-ils aider et intégrer la société en mettant leurs super-pouvoirs à la disposition de l'humanité ou au contraire tenter de la dominer? Il vaut mieux être au-dessus. La réponse de DC Comics est peut-être dans Harley Quinn, ni gentille ni méchante, oscillant entre la dichotomie bien-mal, suivant seulement ses envies à coups de batte de baseball et de oi, et aux plaintes de sa mère qui veut qu'elle épouse un médecin s'exclame « Mais maman, je suis docteur !» C'est super tout ça, donc tu finis sur cette nouvelle image de l'héroïne juive dans la culture populaire? Non, justement, je voulais revenir à notre façon de consommer le cinéma aujourd'hui, car nous sommes loin des films muets de feuillade, visionnés dans des salles obscures, zébrées de fumée de tabac. Les cinémas sont fermés et la majorité des films sont maintenant visionnés sur des plateformes numériques. Ce phénomène existait déjà avant la pandémie, mais a été largement amplifié par les confinements. Dans le monde de la culture, la pandémie n'aura profité qu'à Netflix, Amazon et Disney, mastodontes du divertissement, plus que d'une quelconque culture, et exempté d'impôts. En un mot, rendez-vous le 16 janvier pour sauver nos cinémas de quartier. Merci Elina et Noah, on se retrouve après un peu de musique israélienne, c'est Shavuatov d'Avraham Tal.
למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות. ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע טוב, מן אביב ומזכור לטוב, שבוע טוב, איך אני אוהב שאת רוקדת. למה את גונבת צמיחות? נהיה לי קר פה מדי, תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו, גם בעצב גם בשמחות, את לא עוזבת היד, נכון עשינו טעויות, ומי יכול עלינו. Et on est de retour dans l'impertinente. Vous avez eu la version officielle des univers divers. C'est l'heure des vrais dossiers. Et pour ça, un autre Murciano a fait son entrée dans l'émission. Et lui non plus ne manque pas de talent. Une chronique écrite avec Emma Kerpel et Raphaël Acide et avec le soutien d'experts en arcade de Noam Meguira. Salut Ethan. Salut les chéris, moi c'est Ethan Murciano, 1m83, cheveux longs, humoriste amateur, le temps d'une chronique. Samedi, 18h, Cannes. En pleine digestion de Madafina, on m'annonce que je dois écrire ma première chronique humour pour l'impertinente. J'accepterai les rires sincères, mais aussi avec plaisir, les rires de pitié, hein Elsa? Donc Ethan, t'as vécu une semaine entière en terre inconnue aux universités d'hiver. Raconte-nous. Ça tombe bien, c'était mon intention. À croire que cette chronique totalement spontanée de ma part était une commande lors de nos nombreux ateliers. Enfin, pardon, nos après-ski. Mais d'ailleurs, même si je sais qu'il y a fort longtemps, les univers d'hiver se passaient au ski, là on est à Cannes les potos. Adaptez-vous un peu. After Croisette, After Martinez, After Casino à la limite. Mais faites un truc. Après, si ça vous fait vraiment kiffer le mot ski, After Ski Nautique. Et me faites pas croire que c'est une coïncidence. Des heures à parler de ski et bim, c'est la première fois en 50 piges qu'il neige à Cannes. Quand je vois ça, je me dis que heureusement que vous n'avez pas fait ça à Dubaï, vous aurez tué les vacances de tous mes potes. Et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de complot derrière tout ça. D'ailleurs, en parlant de complot, après votre conférence avec Rudy Reichstadt, je vois des complots partout. Qu'on vienne pas me dire que comme par hasard, le jour du repos, on nous balance un plat tellement fat qu'il peut endormir une armée entière, que les petits joueurs qui se plaignent après une raquette ne viennent pas me prendre la tête. En restant sur les complots, j'en arrive au stade où je remets en question des trucs auxquels j'avais jamais pensé. Aujourd'hui, je me demande si, au final, au moment du don de la Torah, le peuple d'Israël, avant de construire le veau d'or, n'avait pas bien compté, mais que juste Moshe avait tapé un méga couscous de Charlie pour fêter la fin de l'écriture, et paf, trou noir, il s'est réveillé le lendemain. Bon, apparemment, cette semaine a été un peu éprouvante pour toi, Ethan. Je pense que tu as besoin d'un peu de sommeil, d'un peu de repos, mais sinon, à part ça, ces univers, ça t'a quand même plu? Ah bah, après 4 mois passés dans ma chambre avec comme seule compagnie BFM TV et ma mère pour manger, j'avais complètement oublié comment me comporter en public. Vous savez bien, j'ai dû réapprendre à lasser mes chaussures, mettre un jean, les classiques quoi. Après un temps d'adaptation, j'ai arrêté de me cacher dans mon coin et j'ai pu recommencer à échanger avec les autres sans avoir peur d'esquiver un postillon qui aurait défoncé le game du masque. Et t'as même fini sur scène à chanter du Enrico Macias avec un pote, il paraît. Arrête de mentir Elsa, s'il te plaît, c'est gênant. Merci. À part ça, c'était une très belle expérience et une bonne occasion de se réunir, bien entendu, toujours avec le masque et la 1m50 d'écart. Merci Ethan et à très vite pour un one-man show, qui sait? Je pense pas, mais ok. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Et pour finir, on reçoit Noémie Madar, la présidente de l'UEJF, celle qui a manigancé avec son bureau ses univers d'hiver et s'active tous les jours pour défendre les valeurs de l'UEJF. Salut Noémie, ravie de te retrouver. Salut Elsa. Alors, on va commencer tout de suite avec l'affaire Benayoun. On en a beaucoup parlé, mais qu'est-ce que ça vient dire pour toi?
Je me permets, avant juste l'affaire Benayoun, de dire juste quelques mots et dire à quel point j'étais fière que l'émission de radio de l'UEJF puisse se construire cette semaine pendant les universités d'hiver. On en a rêvé, on s'est dit que comme ça, le lundi à la fin des unités d'hiver, nous allions faire l'émission depuis Cannes. Et bien voilà, c'est ce qui vient de se passer avec plusieurs dizaines de militants qui se sont impliqués pour que cette émission prenne vie avec toi, Elsa. Donc je voulais déjà te féliciter et tous les militants de l'UEJF qui ont participé à cette émission et fait la suite de cette émission de radio. On fait ça plaisir. Merci. Quand tu as appris le Benayoun, elle n'était pas là avec nous à Cannes, bien qu'elle soit Miss Provence. Nous aurions voulu lui parler et essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé, mais elle n'était pas présente avec nous. Cependant, il s'est passé pour elle ce qui se passe malheureusement pour des étudiants un peu partout en France, et nous en avons parlé cette semaine pendant les universités d'hiver. En quoi le mot Israël provoque à ce point-là de la haine. Nous en avons débattu, nous avons aussi tenté de développer des argumentaires contre ceux qui tentent de dire que Israël serait un État d'apartheid, que Israël serait un État colonial. Non, Israël n'est rien de tout ça, et nous devons être fiers de pouvoir dire que nous partons en vacances en Israël, que nous avons des origines israéliennes et que nous sommes intrinsèquement reliés à la terre d'Israël. Merci beaucoup Noémie, et on se retrouve évidemment à la prochaine émission. Là, c'est déjà l'heure de se quitter, de quitter Cannes aussi pour nous. Un clap de fin, certes, mais une suite certaine pour notre émission, évidemment. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas dans la nature. Et pour les étudiants aussi à l'UEJF, je tenais à tous vous remercier, et particulièrement vous, les participants à mon après-ski, ceux qui sont là, ceux qui sont dans le train ou dans l'avion. C'était une première pour tous. Vous avez eu peur, vous avez douté, vous avez changé d'idée, une fois, deux fois, trois fois. Mais aujourd'hui, vous avez incarné l'UEJF dans cette émission, et c'était canon. L'Impertinente, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. RCJ pour l'Impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto.